Ravi de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous. Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L'État met tout en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il a obtenu. Ce droit entraîne un certain nombre d'obligations, tant pour le salarié et pour l'employeur. D'ailleurs, chaque pays a un code du travail et il précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et plus généralement les attributions du salarié. Cependant, quelques discordes peuvent survenir entre le salarié et son employeur, d'où la nécessité d'un inspecteur du travail. Et à l'occasion de la fête du travail, nous allons voir comment veiller au respect des droits des travailleurs au cours de ce nouveau numéro de Talk Afrique. Nous recevons sur ce plateau M. Adama Diouf, inspecteur du travail et de la sécurité sociale en service à l'inspection régionale du travail de Dakar. Merci d'être avec nous. Merci, madame. En face de vous, nous avons Modi Guiro. Vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Merci également à vous. Merci. Alors, avant de rentrer même dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on puisse définir le travailleur selon le Code du travail. Justement, le Code du travail définit un travailleur comme toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération. Monsieur Modi Guiro, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle des travailleurs en Afrique? Je vous remercie. Vous êtes donc salué M. Diouf, qui est un de nos collaborateurs, parce que les inspections du travail, les inspecteurs du travail, les travailleurs eux-mêmes sont appelés donc à collaborer et à se voir régulièrement, surtout en cas de conflit ou de divergence. Je pense que la situation des travailleurs en Afrique est une situation assez difficile, compte tenu donc de l'évolution de l'économie mondiale, ancrée également, et ses répercussions sur nos économies, sur l'économie africaine. Et depuis 2008, vous savez bien que nous avons connu une crise financière très tendue au niveau mondial. Et cette crise donc a eu des répercussions considérables sur la vie et la situation des travailleurs de par le monde. Et particulièrement dans des pays comme les nôtres, les pays africains qui sont des pays en voie de développement. Mais cette crise, donc, quand les gouvernements ont pris des mesures de relance pour essayer de booster l'économie en soutenant donc les employeurs particulièrement, nous nous sommes tous rendus compte que cette crise n'avait pas encore abouti à la résolution de l'ensemble des problèmes au point de vue social. Et comme vous le savez, nous avons également été frappés par cette crise sanitaire, n'est-ce pas, le Covid-19, qui a eu ses répercussions sur l'ensemble des économies mondiales, mais particulièrement sur les économies africaines, comme vous le savez. Cette crise a montré des difficultés, mais également des insuffisances dans la prise en charge, n'est-ce pas, sanitaire des populations africaines, avec ses répercussions d'abord en termes de perte de vie, en termes d'arrêt de l'activité économique, notamment dans des secteurs clés de nos économies, notamment l'hôtellerie, n'est-ce pas, la manufacture. Et nous avons donc, en tant que travailleurs, ressenti au plan économique, au plan social, au plan de l'ensemble de ces coûts. Et à ce jour, donc, je pense que les travailleurs continuent encore de subir, parce que nous n'avons pas encore vu les mesures draconiennes capables donc de relancer l'économie au niveau global. C'est dire donc que nous sommes dans un environnement extrêmement difficile pour les travailleurs que nous sommes, avec des chômages qui deviennent maintenant des chômages endémiques, l'emploi qui ne se voit pas parce que les investissements ne suivent pas comme il le fallait, mais également avec des crises pour lesquelles les entreprises également, pour résister, pour survivre, ont procédé donc à des restructurations, à des chômages techniques qui sont supportés essentiellement par les travailleurs que nous sommes. Il a dit, il y avait la crise économique en 2008, la crise sanitaire également, et il y a également un jour choisi pour célébrer justement la fête du travail, la fête des travailleurs, je dirais. Alors, il y a des travailleurs qui rappellent le respect de leurs droits aux employeurs. Aujourd'hui, on parle de quel droit exactement, Monsieur Diouf?
Voilà, merci madame. Donc, je salue au passage donc, notre doyen, donc, le secrétaire général Modou Guiro, comme il a dit, qui constitue donc, un partenaire stratégique parce que rappelez-vous donc, que le droit du travail, on a l'habitude de qualifier comme un droit tripartite, donc avec le patronat, donc les organisations de travailleurs et le gouvernement. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, donc, tantôt, les droits des travailleurs donc, sont nés à un certain moment donné donc, avec la naissance d'une relation de travail. Parce qu'à un certain moment donné, on ne peut pas parler de droits de travailleurs sans pour autant qu'il y ait à la base le soubassement juridique, c'est-à-dire l'existence de cette relation de travail entre l'employeur et les travailleurs. Et dès l'instant que, comme vous l'avez dit, à travers la définition donc, des travailleurs, donc, notamment à travers l'article L2, de cette définition-là naissent un certain nombre de droits, comme le droit à une rémunération, vous l'avez dit, que le travailleur exécute une prestation en contrepartie d'une rémunération. Déjà, ça, c'est un droit. On ne peut pas exécuter une prestation sans pour autant attendre un retour, ce qu'on appelle une contrepartie, c'est la rémunération, c'est le salaire. Nous avons également ce qu'on appelle... Et le salaire varie également. Oui, le salaire, quand on parle de salaire, ça peut ne pas être uniquement le salaire de base. Le salaire, c'est l'ensemble des éléments qui concourent donc, à la contrepartie de la rémunération exécutée. Ça peut être le salaire de base, le sursalaire et d'autres éléments donc, liés également à cette prestation-là. Nous avons également le droit à une vie privée parce que chacun, avant d'être travailleur, vous êtes déjà un être humain. Vous avez le droit de se reposer, le droit de s'occuper donc à des affaires personnelles. Nous avons également ce qu'on appelle le droit à la transparence parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez et qu'on vous rémunère, on doit vous éclairer sur l'ensemble des rémunérations de votre paye, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de fournir aux travailleurs ce qu'on appelle un bulletin de salaire. Nous avons également ce qu'on appelle le droit à la protection sociale, à la sécurité sociale, d'où l'obligation pour l'employeur d'affilier donc les travailleurs au niveau des institutions de prévoyance sociale. Les congés également. Les congés également, ce sont des droits donc, inhérents donc, à la nature du travail. Et je vais rebondir justement concernant les femmes enceintes qui, après, ont des congés de maternité. Pour certains pays, je crois que c'est 3 mois. Et au Sénégal, il y a une loi qui interdit justement à un employeur de licencier cette femme qui a pris 3 mois de congé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est appliqué justement? Oui, je ne dirais pas même que cette interdiction est limitée déjà aux femmes enceintes. La personne, le travailleur qui est en congé, on ne peut pas quand même le licencier. Ça, c'est formellement interdit par le dispositif juridique. Par contre, aujourd'hui, donc, le Sénégal est en train même de prendre en compte cette situation. Récemment, donc, il y a une loi donc, qui a été donc, proposée à l'Assemblée nationale par rapport à la situation des femmes enceintes au niveau donc, des établissements. Voilà. D'accord. Et M. Modi, avec vous, on parle des doléances, c'est vrai. Est-ce que vous avez comme l'impression que ces doléances sont prises en compte? Oui, on peut dire que certaines doléances sont prises en compte, mais comme vous le savez, la lutte syndicale n'est pas une lutte aisée. Le droit social, il évolue en fonction de la demande sociale et des revendications des travailleurs. Je voudrais rappeler quand même en matière de droit social, comme vous l'avez dit, la protection sociale n'a pas été quelque chose qui a été donné. C'est quelque chose qui a toujours été arraché par les travailleurs. C'est grâce à ces luttes, à ces revendications que la société, au plan social, peut progresser. Alors, donc, je pense que chaque année, comme certains nous le disent, vous déposez les mêmes revendications. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que le syndicalisme, la revendication, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Parce que quand même, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Les capacités d'organisation des syndicats, leur capacité à se mobiliser, leur capacité de se positionner comme force de proposition, leur crédibilité, leur unité, mais également l'environnement économique global. Parce que nous ne sommes pas dans des îlots, nous sommes dans des pays où il faut tenir compte de certaines choses. De ce point de vue, donc, vous avez de temps en temps des augmentations qui bougent, parce que notamment quand la crise persiste... Ça, c'est de façon générale, vous le dites, en Afrique, mais par exemple, de façon générale. De façon générale, au Sénégal comme en Afrique. Parce que je vous rappelais que je suis en même temps président de la Confédération syndicale internationale de la région Afrique. Donc, je suis le président de l'ensemble des syndicats africains. Donc, de ce point de vue, je pense sur cette question, nous vivons la même situation. C'est une crise qui frappe tous les travailleurs du monde, et particulièrement ceux d'Afrique. Et comme vous le savez, notre économie aussi, on ne le dit pas souvent,
est porté à 65% par un secteur dit un secteur informel qui est souvent resté en rade, aucune protection sociale, n'est-ce pas? Et cette catégorie de travail également doit être prise en compte par les syndicats. Et depuis des années, nous commençons également à les organiser, à ce que les gouvernements puissent leur donner une oreille attentive, parce que c'est une composante importante de notre économie. Et la bataille, c'est d'arriver avec le gouvernement, avec les travailleurs, avec les employeurs, de trouver un cadre pour formaliser ce secteur-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la base de nos revendications, quand il y a une crise économique, le pouvoir d'achat s'immunise et les travailleurs continuent de revendiquer. Vous avez vu dans certains secteurs, l'éducation, la santé, la fonction publique en général, réclament une rémunération plus juste. Dans les secteurs privés, pour les secteurs porteurs également, les gens revendiquent pour que quand il y a une croissance au sein de l'entreprise, qu'il y ait également une part de cette croissance qui pourrait revenir aux travailleurs. Nous revendiquons également pour qu'il y ait beaucoup plus de protection sociale. Parce que la protection sociale, elle est importante. Vous avez parlé de la maternité. Justement, on va parler de la protection sociale tout à l'heure. Je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Diouf. On sait qu'il y a plusieurs types de contrats de travail, notamment le contrat à durée indéterminée, déterminé, le contrat à temps partiel. Mais avant même de dire à quel moment on doit obtenir ces contrats, je voudrais savoir, y a-t-il une procédure à suivre au préalable? Non, je dirais que par rapport à quel moment obtenir donc, tel type de contrat, je dis qu'il n'y a pas une procédure. Tout dépendra donc, de ce que donc, les deux parties donc, ont convenu. Tu peux démarrer au niveau d'une entreprise donc, à travers un contrat à durée indéterminée. Ça ne veut pas dire qu'avant d'avoir un contrat indéterminé, tu dois obligatoirement avoir un contrat à durée déterminée. Tout dépend également donc, de ce qui lie, donc, de ce qui s'est convenu. Mais dans certaines entreprises, on vous demande de faire 3 mois de stage d'abord, avant d'avoir un CDD ou un CDI. Ça se passe comment? Ça ce n'est pas une réglementation. Ce n'est pas une procédure qui est définie, non. Mais un employeur peut dire qu'avant de prendre une personne, d'abord, je peux l'essayer. C'est ce qu'on appelle le contrat d'engagement à l'essai, qui constitue un cadre réciproque d'appréciation d'un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire aujourd'hui, le travailleur qui est pris en contrat d'engagement à l'essai apprécie l'environnement de travail, les conditions de travail, ainsi de suite. Mais également de l'autre côté, l'employeur apprécie les aptitudes, le comportement, ainsi de suite. Il peut dire avant de lui faire un CDD ou bien un CDI, d'abord, il faudrait qu'il passe en contrat d'engagement à l'essai, qui constitue un moment d'appréciation d'un certain nombre d'éléments. En fait, c'est une phase d'observation pour voir peut-être qu'on ne fera pas d'erreur. En quelque sorte. C'est une phase d'observation, mais ce n'est pas dit qu'obligatoirement, tout travailleur doit passer par un contrat d'engagement à l'essai. Tout dépend de la volonté donc, des deux parties. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la protection sociale. On nous dit qu'il y a le droit du travail et la sécurité sociale. De quoi il s'agit exactement? Je pense que d'abord, il y a la notion de sécurité sociale et la notion de protection sociale. La protection sociale, elle est beaucoup plus vaste, parce qu'elle touche une catégorie de travailleurs, aussi bien qui sont dans le secteur structuré que dans le secteur non structuré, qui ne tient pas compte du statut ni de la situation du travailleur lui-même. Et vous avez la protection sociale qui s'adresse plutôt aux structures formelles, pour lesquelles l'État, dans un pays donné, fixe les règles de lesquelles les employeurs doivent s'acquitter à certaines obligations pour protéger les travailleurs, notamment en termes de maternité, en termes d'accidents du travail, en termes de vieillesse, n'est-ce pas? Et dans d'autres pays, en termes de chômage. Et nous n'avons pas encore au Sénégal, la sécurité sociale n'est pas encore complète, parce que ces 5 branches, nous en sommes à quelques-unes. Donc c'est encore dit que nous avons, nous, beaucoup de problèmes. Mais je voudrais aussi rappeler que nous avons parlé tout à l'heure de la protection sociale, des revendications sur la rémunération, etc. Mais vous avez d'autres domaines, c'est le respect des droits. Oui. Comme vous le savez, en temps de crise, le patronat souvent touche le maillon le plus faible, qui est l'emploi. Et dans ce système, vous avez une restructuration quelquefois qui ne respecte pas les droits des travailleurs, les chômages techniques qui sont faits de telle sorte que les travailleurs sont lésés, les droits ne sont pas respectés. Il n'y a pas également un suivi correct de tout cela. Donc, dans cette situation, comme vous le dites, les revendications des travailleurs s'articuleront toujours autour de ces questions. De la rémunération, protection sociale, droits des travailleurs, liberté syndicale, parce que la liberté d'organisation, il l'a dit tout à l'heure,
reconnu par les conventions internationales, notamment la Convention 87 de l'OIT et le droit à la négociation collective. Une des conventions fondamentales, c'est la L82 15. 16. Donc, c'est des conventions internationales qui sont reconnues partout, qui font partie des conventions fondamentales de l'OIT. C'est la liberté d'organisation et la liberté de négociation. Or, dans la pratique, nous nous rendons compte que c'est des conventions qui ne sont pas souvent respectées par ces pays qui les ont ratifiées. Alors, je crois que quand nous faisons un peu une articulation de ce qui se passe au Sénégal et ailleurs, il faut se rendre compte que les conventions 98 de l'OIT, sur la négociation collective, c'est la convention 98, et la convention 87 sur les libertés syndicales, c'est des problèmes qui reviennent partout dans nos sociétés en Afrique, et même au-delà de nos frontières. Et donc, il faut rappeler simplement que le 1er mai est une occasion pour ces travailleurs de revisiter tout cela et de remettre sur la balance ces questions qui sont des droits fondamentaux, là où cela a été bafoué, mais également d'interpeller les autorités. Alors, vous parlez des droits, je suis d'accord avec vous, la rémunération, les congés, les heures supplémentaires et tout ce qui va avec, mais également des obligations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un travailleur devrait faire puisqu'il a des droits? Bien entendu, il a également des obligations. Quand un employeur donne des instructions, je dirais, à son employé, l'employé exécute et lui, il contrôle le travail. Maintenant, c'est au tour de l'employé d'effectuer les tâches qui lui sont confiées. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Quelles sont, je veux dire, les obligations d'un travailleur, pardon? Oui, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. C'est toujours partant de la fameuse définition du travailleur. Donc, on parle à la lumière de cette définition. Donc, il y a 3 critères déjà par rapport à l'existence d'un contrat de travail. C'est ça qu'on appelle la prestation, la rémunération et l'élément le plus fondamental, c'est ce qu'on appelle les liens de subordination. Aujourd'hui, c'est le lien de subordination qui caractérise la relation de travail, ce qui montre effectivement que les travailleurs, dès l'instant qu'ils ont des droits, mais également ils ont des obligations, des devoirs à remplir. Par exemple, aujourd'hui, vous avez l'obligation de suivre ce qu'on appelle, d'exécuter les instructions qui sont données par votre supérieur hiérarchique. Vous avez également l'obligation de respecter le planning de travail ou bien l'horaire de travail. L'obligation de respecter, s'il y a lieu, un règlement intérieur établi dans le cadre du fonctionnement du service qui renvoie à l'organisation du travail, à la discipline générale, mais également aux règles relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail. L'obligation également d'être loyal. Vous devez être toujours loyal à votre employeur. Ça, c'est important. L'obligation également de secret professionnel. Loyal à quel niveau? Loyal à tous les niveaux de la relation de travail. Loyal, c'est-à-dire que vous devez être fidèle aux instructions qui sont données par votre supérieur. Allant dans le sens également de ce qu'il voulait. D'accord. Et quand il y a des litiges, avant même de parler des litiges, quand un travailleur ne respecte pas, il ne fait pas ses devoirs, ne respecte pas le règlement intérieur, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'avais dit, l'employé a un certain nombre de pouvoirs juridiques qui lui sont également donnés par les dispositions légales et réglementaires. Il n'a qu'à mettre ça en œuvre. C'est son pouvoir le plus absolu. Dès l'instant que également le travailleur, qu'on a violé ses droits, il n'a qu'à peut-être saisir les institutions. Alors, sur ce point-là, pour trancher des litiges en cours d'exécution du contrat qui surviennent entre les salariés et leur employeur, on peut faire recours au tribunal du travail. Certains disent qu'il faut d'abord passer par un inspecteur du travail. Alors, vous êtes bien placé puisque vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Dites-nous comment ça devait se passer. Ça se passe comment? Ça me paraît très nécessaire et très important de clarifier par rapport à ce niveau parce qu'il y a des gens qui font des équivoques, qui pensent qu'aujourd'hui, avant de saisir le tribunal, vous devez obligatoirement, impérativement passer par l'inspection du travail pour régler le conflit. Non, le travailleur dont on a lésé, qui se sent être lésé dans ses droits, peut saisir directement le tribunal, peut saisir directement le juge. Par contre, si elle a la voie, la personne a la possibilité de passer par l'inspection du travail, c'est possible.
parce que peut-être au tribunal, il y a des lenteurs, et ainsi de suite. Mais devant l'inspecteur dispose d'un certain nombre de possibilités, c'est-à-dire il va tenter de concilier. Cela est corroboré à travers les dispositions des articles L241 du Code du travail. Là, lorsque le conflit donc, est, comment dirais-je, donc, porté au niveau de l'inspection du travail, l'inspecteur va faire ce qu'on appelle la tentative de conciliation. D'accord. Et à l'issue de cette tentative, maintenant, il va essayer donc de rappeler les dispositions légales et réglementaires à la matière. Et si les parties parviennent à se concilier, il dresse ce qu'on appelle un procès-verbal de non-conciliation. De conciliation, autant pour moi. Si tel n'est pas le cas, il dresse ce qu'on appelle un procès-verbal de non-conciliation et que le dossier soit transmis devant le juge. Alors, le litige social aussi peut être réglé à l'amiable. Absolument. Justement. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Guiraud. En 2020, les centrales syndicales ont pu déposer leur cahier de doléances des travailleurs au Palais de la République. Vous êtes bien placé pour en parler. Alors, il a été constaté que près de 1500 travailleurs ont été licenciés et plus de 16 000 mis au chômage technique dans un contexte économique morose lié à la pandémie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, monsieur Guiraud, vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Dites-nous, est-ce que vous avez trouvé satisfaction à votre requête? Je pense que ce sont les conséquences de la pandémie qui ont poussé certaines entreprises à procéder à des chômages techniques, de longue durée d'ailleurs. Pour certains ont été en chômage pendant 2 ans, d'autres travailleurs ont été licenciés. C'est des situations douloureuses, n'est-ce pas, que nous avons portées à l'attention du Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, je voudrais également rappeler que dès que la pandémie s'est annoncée, nous avons été le voir pour qu'il n'y ait pas de licenciement systématique des repreneurs. Et c'est cela qui avait conduit donc le Président de la République à prendre l'ordonnance interdisant les licenciements durant la pandémie et d'instaurer une rémunération minimale égale à 70% du salaire. Mais comme vous le savez, la pandémie a duré un temps assez long. Jusqu'à présent, nous vivons donc cette situation et certaines entreprises n'ont pas pu tenir. D'autres également ont profité de cette pandémie pour régler des problèmes, quelquefois des problèmes sociaux liés même à ce que sur des délégués du personnel, sur des syndicalistes récalcitrants qui empêchaient les gens de tourner en rond. Donc voilà un peu. Donc maintenant, je pense qu'il faut... Est-ce que nous avons satisfaction? Non, du tout. Je pense qu'à ce jour, nous avons encore des travailleurs qui sont dehors, en fait, qui sont encore en chômage technique, qui ne pèsent pas la totalité de leur salaire dans une certaine mesure. Mais nous avons quelque part aussi des évolutions positives, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Nous avons des travailleurs qui ont été rappelés vous jouez votre rôle, bien entendu. Par leurs employeurs, donc, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits. D'accord, vous jouez votre rôle et vous défendez les droits et intérêts des professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs sénégalais sont quand même satisfaits de votre travail? Est-ce que vous défendez bien leurs droits? C'est à eux de juger, je ne peux pas me juger, moi. Je pense que on a des militants qui ne baissent pas, qui grandissent. Donc je pense que ce qui peut être notre boussole, c'est notre capacité à voir nos effectifs augmenter ou baisser. Donc quand vos effectifs augmentent, cela vous dit que vous faites peut-être quelque chose de bien perçu, qui n'est pas souvent facile. Il est évident que nous n'avons pas la prétention de dire que nous réglons tous les problèmes, mais que nous faisons en sorte que partout où nos camarades ont des difficultés, nous sommes à leur côté, sur tous les plans. Et ça, je le dis devant votre télévision. D'accord. Monsieur Diouf, on a parlé tout à l'heure des licenciements. Je voudrais quand même qu'on puisse y revenir. Que dit concrètement le Code du travail sénégalais à propos des licenciements au sein de l'entreprise, que ce soit les grèves qui affectent le travail et autres aspects de l'entreprise? Oui, vous savez, quand on parle de licenciement, il faudrait qualifier ou bien catégoriser les licenciements parce qu'il y a ce qu'on appelle un licenciement pour motif personnel et ce qu'on appelle un licenciement pour motif économique. Quand il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, donc le Code du travail, donc il est clair. Pour licencier une personne, non seulement il faudrait quand même, donc c'est des conditions au licenciement, des conditions de forme. D'abord, il faudrait au préalable, donc lui donner ce qu'on appelle une demande d'explication parce que ça c'est normal même devant donc
une affaire civile, il faudrait donc respecter ce qu'on appelle les principes du droit de la défense. Donner à la personne la possibilité de parler, de s'exprimer, ainsi de suite, par rapport à ce qui s'est passé. Ensuite, maintenant, s'il y a lieu, donc, vous notifiez le licenciement obligatoirement par écrit et en indiquant également les motifs du licenciement. Par contre, quand il s'agit également du licenciement donc, pour motif économique, le Code du travail il est clair à travers donc, les dispositions des articles L60 à L63 du Code du travail qui parlent de toute la procédure décrite avant de licencier donc, une personne ou bien pour motif économique ou pour restructuration. Par contre, pour rebondir par rapport donc, aux grèves donc, au niveau des entreprises, l'exercice du droit de grève au Sénégal, c'est un droit qui est encadré. On ne se lève pas un bon jour pour aller en grève parce qu'on a dit que la grève, c'est une cessation collective et concertée. Donc, on retient que c'est un droit. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Adama Diouf était avec nous. Vous êtes inspecteur du travail et de la sécurité sociale en service à l'inspection régionale du travail de Dakar. Merci à vous. Merci, madame. Également, Monsieur Modi Guiro, vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se dit à très bientôt sur Média et portez-vous bien. Merci.